Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la Banque des petites et moyennes entreprises est au bord du gouffre. 5 ans après sa création, ses caisses sont vides et son insolvabilité suffisent à démontrer la difficulté et l'échec dans la gestion de cette structure, chargée pourtant d'octroyer des financements aux petites et moyennes entreprises au Cameroun. Le pays en plein redressement économique avec le concours du FMI peut-il sauver la banque des PME? Élément à suivre en ouverture de ce journal. Dans l'actualité internationale, la coalition de l'opposition congolaise vient de voler en éclats au lendemain de la désignation d'un candidat unique. Félix Tshisekedi se retire de l'initiative de Genève à la demande de son parti politique qui dénonce un complot visant à écarter le principal parti de l'opposition au Congo, Kinshasa, dans la course à l'élection présidentielle. Nous en parlerons dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 5 ans après sa création, la Banque des PME est au bord du gouffre. Pour éviter la faillite, le gouvernement propose un plan de restructuration et une recapitalisation de cette structure créée il y a 5 ans. Pourtant, elle devait octroyer des facilités de financement aux petites et moyennes entreprises. 5 ans après, c'est l'échec total. Le constat a été fait lors de la restitution de la mission d'évaluation du Fonds monétaire international quant au programme de redressement économique du Cameroun. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au bout d'une semaine de discussions intenses, au titre de la 3e revue sous facilité élargie de crédit, la délégation du Fonds monétaire international exprime sa satisfaction par rapport aux dernières évolutions macroéconomiques. Nous sommes arrivés au terme des discussions à un accord, ce qu'on appelle ad référendum, donc au niveau du staff, qui va nous permettre de présenter la revue au conseil d'administration en mi-décembre. Cela permettra alors un décaissement d'environ 46 milliards de francs CFA, donc 85 en total pour l'année et 240 milliards cumulatifs depuis le début du programme en déboursement du Fonds monétaire. Notre appréciation de la situation économique, c'est qu'on a une reprise graduelle de la croissance en 2018. Donc on passe de 3,5 en 2017 à 3,8% en 2018. Ça c'est sous-tendu par les travaux de préparation de la CAN et une activité en général au niveau du secteur des activités non pétrolières relativement dynamique. 2019, c'est déjà demain. Aussi le Fonds monétaire international recommande-t-il la poursuite des réformes en cours. Une prescription qui coïncide avec l'adoption imminente de la loi de finances 2019. Les perspectives pour 2019 sont de continuer à rebondir vers 4,4% de croissance. L'inflation reste maîtrisée, donc on est aux environs de 1%. Dans le cadre du programme avec le Cameroun, donc la conclusion satisfaisante de la revue permettra également le décaissement d'environ 300 milliards de francs CFA en appui budgétaire de la part des partenaires du Cameroun. Donc c'était vraiment un enjeu important pour la revue. Plus que par le passé, le gouvernement se doit d'être vigilant afin que tous les engagements, quels qu'ils soient, ne s'écartent aucunement des objectifs du programme conclu avec le FMI. Que le gouvernement s'assure de respecter les objectifs en termes de déficit budgétaire pour 2018, donc d'éviter les dépassements qu'on avait eu fin 2017. Et au niveau de la loi de finances de 2019, d'avoir une loi de finances qui soit également en ligne avec les objectifs du programme. La délégation du FMI a également mis à profit son séjour en terre camerounaise pour aller au chevet de certains établissements bancaires qui battent de l'aile. Le cas de la Banque camerounaise des PME qui est presque à l'agonie. Nous avons tenu une réunion ici au ministère des Finances avec le président du conseil d'administration, le directeur général, madame le directeur général de la banque et le ministre compétent, le ministre de tutelle technique, c'est-à-dire le ministre des petites et moyennes entreprises. Il était question qu'on réfléchisse sur le format de cette banque et sur, comment je peux dire, est-ce qu'il faut changer de paradigme ou non. Le conseil d'administration s'est déjà tenu
et nous avons convoqué l'Assemblée générale pour prendre des décisions. Et les décisions qui seront prises seront bien entendu soumises à l'approbation de la hiérarchie et puis transmises au Fonds monétaire international. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. La délégation du FMI quitte le Cameroun avec le sentiment du devoir bien accompli. Vous l'avez suivi, c'est une préoccupation majeure pour le gendarme financier international, la banque des PME, insolvable depuis quelques temps maintenant, et le gouvernement qui s'engage à mettre sur pied des réformes à la fois structurelles et managériales concernant la banque des PME, qui a également besoin de recapitalisation depuis quelques années. Je vous propose d'écouter à cet effet le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. We have had a meeting here with the relevant minister and the staff of the bank. That means the chairman of the board and the director general. The problem now is just to see. Il y a une réflexion s'agissant de la banque dont vous avez parlé. Ça va. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent cette absence de Paul Biya au sommet de la paix qui s'est déroulé en France, alors que la présidence de la République avait annoncé il y a quelques mois cette invitation d'Emmanuel Macron adressée à Paul Biya pour sa présence durant cet événement. Le chef de l'État y était absent, du coup, des spéculations vont bon train. Que s'est-il réellement passé entre le palais d'Etoudi et l'Élysée pour la présence du chef de l'État du Cameroun à cet événement? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le landerneau politique camerounais est secoué par l'absence du président Paul Biya à Paris à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et de la tenue du sommet sur la paix de Paris. Dans un premier temps, l'explication avancée dans le camp du pouvoir pour justifier l'absence de Paul Biya à Paris laissait entendre qu'il n'était pas convié en France pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, mais plutôt pour le sommet sur la paix du 12 au 13 novembre. Cela laissait encore entendre les défenseurs de cette thèse simplement parce que le Cameroun n'a pas envoyé les tirailleurs en France lors de ce conflit. Une explication qui faisait fi de ce que l'invitation adressée à Paul Biya le 2 août 2018 par Emmanuel Macron parlait de la venue du chef de l'État camerounais en France le 11 novembre. De plus, ce sont tous les chefs d'État présents pour les commémorations du 11 novembre qui ont également pris part au sommet sur la paix, à l'exception notable de l'Américain Donald Trump et du Chinois Xi Jinping. Pourtant, le 12 novembre, la présence de Paul Biya n'a pas été annoncée à Paris et même aucune allusion n'était plus faite de lui parmi les invités du sommet sur la paix. Il n'en fallait pas plus pour que d'autres raisons de cette absence soient mises en avant. D'aucuns ont laissé entendre que Donald Trump n'a pas voulu croiser le chemin du leader camerounais au point d'amener Macron à le récuser. Pour la diaspora, c'est sa mobilisation qui s'annonçait gigantesque contre Paul Biya qui a décidé le chef de l'État français a déclaré son homologue camerounais persona non grata en France. Quoi qu'il en soit, cette absence du chef de l'État camerounais illustre la délicatesse de ses rapports avec le sommet de l'État français. Depuis le départ de Jacques Chirac, en quelque sorte le dernier mohican de la France-Afrique, Paul Biya est rentré dans un nouveau rapport avec l'Élysée. Il n'y est plus forcément la bienvenue, comme on l'a vu sous Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. C'est souvent à force de subterfuges et du poids du Cameroun dans le golfe de Guinée et en Afrique centrale qu'il a pu sauver la mise. Ce qui contraint Paul Biya à un sacré jeu d'équilibriste empreint d'une tension permanente avec Paris. De quoi regretter les temps anciens où Paris et Yaoundé opéraient dans une relation quasi fusionnelle. Parlons à présent de la lutte contre le changement climatique au Cameroun. Comment les populations peuvent-elles s'adapter à ces changements qui impactent à la fois dans leur quotidien, mais aussi dans les secteurs agricoles? Les experts du WWF ont réuni les différents acteurs des filières, mais aussi les organisations de la société civile, afin de les édifier à cet effet. Des précisions avec Dallas Kana et Julingue Nyondé. Inondations, éboulements de terrain, sécheresse sont quelques risques liés au changement climatique auquel le Cameroun est exposé. La situation qui devient préoccupante
est au cœur des échanges entre experts de la protection de la faune et la flore réunis à Douala. Le rapport qui a été sorti sur le changement climatique montre qu'il y a beaucoup de risques actuellement. Nous devons tout faire pour faire le lien entre le changement climatique, l'eau, l'énergie, également la nourriture, pour pouvoir avoir une approche intégrée dans la résolution des problèmes liés à l'adaptation au changement climatique. Et tout ça, on doit trouver les manières de trouver des méthodes adaptées pour pouvoir justement permettre aux communautés de réagir. Pouvant impacter sur le quotidien des populations, les changements climatiques peuvent être contrôlés si des mesures urgentes sont prises pour une meilleure préservation de l'écosystème. Pour le cas du Cameroun, nous avons deux points d'entrée. La première point d'entrée, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'atténuation. Quand vous entendez que nos forêts contribuent à séquestrer le carbone, ça c'est vraiment les mesures d'atténuation qui permettent à ce que tout le CO2 qui est produit par d'autres pays soit absorbé par nos forêts. L'autre élément important, c'est bien sûr la restauration. Malgré ces efforts, il y aura toujours des problèmes de changement climatique. Et donc, il faut trouver des plans de gestion de risque, de trouver des plans, bien sûr, pour compenser justement, agir en temps de catastrophe, les inondations, les sécheresses. Également, au niveau agricole, trouver des semences qui peuvent résister, bien sûr, au changement climatique. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, est engagé dans un programme d'adaptation du changement climatique en Afrique. Il appelle le Cameroun à élaborer une stratégie destinée à juguler la déforestation ou la dégradation des forêts. Toutes les charges retenues au départ contre elle viennent d'être abandonnées. La journaliste et rédactrice en chef adjointe d'Equinox Télévision, Mimi Mefo, peut enfin reprendre son travail en toute quiétude. L'audience qui s'est déroulée ce matin, cet après-midi au tribunal militaire de Douala, a duré à peine une dizaine de minutes afin de signifier à Mimi Mefo l'abandon des accusations et des poursuites judiciaires à son encontre. Je vous propose d'écouter Maître Alice Com qui explique comment s'est déroulée cette audience ce jour au tribunal militaire de Douala. On est à la demande de monsieur le commissaire du gouvernement, l'arrêt immédiat des poursuites. C'est fini. Ça veut dire que Mimi Mefo... C'est fini. Elle n'est plus poursuivie. Il n'y a plus de quoi poursuivre. Voilà. Et le tribunal lui a donné acte. Que, ok, on a compris, on ne poursuit plus Mimi. Voilà. Qu'on classe maintenant le dossier là-bas au greffe. Parlons à présent de la Cannes 2019. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui implore la bonté de la CAF en vue de la signature de l'accord cadre avec le Cameroun pour l'organisation de cette compétition. Pierre Ismaël Bidonkwa s'exprimait ainsi en présence des émissaires de la CAF qui visitaient dimanche le stade en construction à Olembe, non loin de Yaoundé. À la fin de cette mission, c'est un rapport qui est attendu et une décision finale sur les capacités du Cameroun à organiser ou non cette compétition tant attendue d'ici 2019. On parle de cela dans ce reportage que signe Ike Cyril. La pelouse se fait peu à peu verdoyante à Olembe. Mais ici, c'est l'un des stades annexes. Le gros du travail, c'est à l'intérieur de la cuvette, le stade omnisport d'Olembe, où des ouvriers sont également en action. Si la charpente et la toiture sont en train d'être posées, à la tribune présidentielle, tout est encore en chantier. Les inspecteurs de la CAF passent tous les compartiments du stade au peigne fin. Ils n'hésitent pas à sortir leur carnet pour noter tout ce qui est en train d'être dit. Ici, par exemple, la pose des sièges. Le stade omnisport d'Olembe a une capacité de 60 000 places, toutes assises. Les techniciens travaillent de manière à ce que, lorsque le spectateur prendra place ici, qu'il soit confortablement assis. Pour cette dernière visite, la CAF s'est entourée de 2 experts de la FIFA. C'est dire que la Confédération africaine de football met un point d'honneur sur la qualité des travaux. Après avoir lu et entendu, les inspecteurs de la CAF et de la FIFA veulent toucher du doigt ce qui se fait à Olembe. Je suis ici avec mes collègues pour travailler. On a su tous dans le journal, dans les réseaux sociaux, que vous êtes en train d'avancer. Mais là, nous sommes là pour voir ça avec nos
propres yeux. À 7 mois de la CAN, l'accord 4 entre la CAF et le Cameroun n'a pas encore été signé. Conscient que c'est un blocage de taille, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, implore la bonté de la CAF. Afin de permettre la poursuite sereine des préparatifs du volet événementiel, le COCAN sollicite à nouveau l'accord de votre institution en vue de la signature de l'accord 4 de l'association organisatrice des accords villes, ainsi que l'accord à propos des lancements des concours pour le choix de la mascotte et de la chanson officielle de la compétition. En attendant la signature de l'accord 4, les travaux se poursuivent sur le terrain. Les inspecteurs ont prélevé un échantillon de la pépinière du gazon qui servira de pelouse. Un examen approfondi de cette pépinière permettra de savoir si elle est conforme à la réglementation. C'est la visite de la dernière chance pour le Cameroun. Les inspecteurs de la CAF et de la FIFA touchent des points précis. Ils se montrent plus pointilleux que par le passé. La CAF, en tout cas, veut avoir toutes les assurances avant de signer l'accord cadre, document à travers lequel la Confédération africaine de football va lever le verrou et permettre au Cameroun d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Depuis le chantier de construction du stade Olembe à Yaoundé, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. C'est un chiffre préoccupant pour les Nations Unies. Ils sont 27 600 déplacés ayant fui les violences meurtrières dans les régions anglophones pour tenter de trouver refuge dans la région du littoral, vivant dans la promiscuité et l'insécurité alimentaire. Ils viennent de recevoir une assistance de la part du programme alimentaire mondial et de la Croix-Rouge. C'est Camerounais qui poussent un ouf de soulagement, vivant dans des conditions précaires dans la région du littoral. Des précisions avec Robert Moukoubé et Jean-Paul Chouniat. En 2 ans de conflit, la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest a déjà fait 27 600 déplacés vers la région du littoral, avec des milliers de familles vivant dans la précarité et la promiscuité. The living condition, the housing, a bit too expensive for we for survive a year. And then we picking and to know if we go school because we never even get the means for sponsor them now. My one picking way will come meet away for ya. We 7 na way, it try for maybe tea for morning time, we drink for morning time until night we come up before we sleep. C'est donc pour alléger leur souffrance que le programme alimentaire mondial, en collaboration avec la Croix-Rouge, offre à ces familles en détresse des denrées de première nécessité. I don't know, say when I feel the feed we so even you take and so go to cook and so the chop I know the family because they doubt the other people when they there for bush. Il ne s'agit pas de déplacer tes citoyens. Après, les ONG viennent partager les nourritures comme si on avait faim. On n'a pas faim. C'est comme une insulte. Pour ces déplacés, le film des hostilités entre sécessionnistes ambazoniens et l'armée camerounaise les hante jour et nuit. Comme le chef d'État a pris ses mains, il faut qu'il prenne les mesures nécessaires vraiment pour que la paix règne là-bas. But one thing na say we na try na way say make the solve na the problem. The more go back for we houses. Le programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge prévoient distribuer plus de 150 tonnes de denrées à ces déplacés internes, dont une partie réside dans les forêts du sud-ouest et le nord-ouest. Nous n'allons pas uniquement assister les personnes déplacées à Douala et à l'ouest. Nous commençons aussi dans les jours qui viennent l'assistance humanitaire dans le sud-ouest pour 50 000 personnes. Le programme alimentaire mondial a recensé fin octobre 2018 près de 400 000 déplacés internes. Dans l'escale internationale, ils avaient déjà crié victoire après la désignation d'un candidat unique de l'opposition au Congo, Kinshasa, Martin Fayulu, qui a été désigné dimanche au terme d'une réunion entre les ténors de l'opposition du côté de la Suisse. Il y avait de l'espoir qui est né au sein des rangs des populations congolaises. Des précisions dans ce reportage d'Éric Martial Ndjomo. 3 jours de conclave à Genève sous l'égide de la Fondation Kofi Annan pour désigner un candidat unique de l'opposition congolaise dans la perspective de la présidentielle du 23 décembre prochain.
Après 48 heures, c'est Martin Madidi Fayulu qui a été élu par ses pairs de l'opposition comme candidat de la coalition désormais dénommée la Mouka. Un vainqueur plutôt surprise devant des favoris tels Félix Tshisekedi de l'UDPS ou encore Vital Kamerhe de l'UNC. Parmi les autres leaders présents, Freddy Matungulu, mais aussi les candidats recalés Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Martin Madidi Fayulu est présenté comme issu de l'aile dure de l'opposition congolaise. Âgé de 62 ans et investi par le parti dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, ses premières déclarations traduisent cette fermeté vis-à-vis du régime de Kabila. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusive, transparente et apaisée. Parce que le peuple congolais a besoin. Cette coalition de l'opposition congolaise vient de voler en éclats au lendemain de l'élection de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Félix Tshisekedi se retire ce soir de cette initiative à la demande de son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a demandé à son président Félix Tshisekedi de se retirer de cette initiative. L'UDPS qui estime que la désignation de Fayulu est un complot contre la République. Le parti a demandé à son leader de rentrer au pays pour battre campagne et maintenir sa candidature à l'élection présidentielle. Et Félix Tshisekedi s'est retiré ce soir de cette coalition de l'opposition congolaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.